Quand ma maison a brûlé, j'ai envoyé un message sur la conversation de groupe familial, nous sommes en sécurité, mais nous avons tout perdu. Aucune réponse. 1 heure plus tard, mon frère a identifié tout le monde sur des photos, le meilleur week-end en famille de tous les temps. Personne n'est venu. Des semaines plus tard, dormant toujours dans un refuge, mon téléphone a explosé avec 92 appels manqués et un SMS de ma mère, on a besoin de toi immédiatement. Ce n'est que $5000. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai regardé les flammes lécher le côté du garage comme si c'était une allumette. Cette lueur orange, la fumée s'enroulant dans le ciel nocturne, le bruit de quelque chose qui se brise, probablement la vieille télévision dans le salon. Tout cela s'est fondu dans un chaos surréaliste au ralenti. Je n'entendais même plus les voisins crier. C'était comme si le monde était passé sous l'eau. Ma femme avait déjà attrapé notre fils et était sortie. Je suis resté derrière juste assez longtemps pour vérifier chaque pièce, par instinct. Stupide. Rien d'héroïque à risquer de s'étouffer avec la fumée en essayant de sauver des choses qu'on ne peut même pas porter. J'ai attrapé mon téléphone et mon portefeuille, et c'était tout. Pas de vêtements, pas de photos, pas d'album de mariage. J'ai quitté la maison pieds nus avec rien d'autre que de la fumée dans les poumons et un goût de cuivre dans la bouche. Au moment où nous nous tenions de l'autre côté de la rue, enveloppés dans des couvertures rêches de la Croix-Rouge, j'essayais encore de comprendre ce qui venait de se passer. Les pompiers s'activaient autour de nous comme des automates, arrosant les dernières flammes, parlant dans des radios, retirant des poutres calcinées de ce qui était autrefois mon garage. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Je n'avais pas peur, je me sentais juste vide, comme si quelque chose en moi avait été creusé. Je me souviens que mon fils a demandé « Où est ma chambre ?» Et ma femme n'a rien dit. Elle s'est juste agenouillée à côté de lui et l'a serré dans ses bras. C'est là que j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Moi, mes parents, mon frère Noah, ma sœur Jordan. La même que nous utilisons pour les anniversaires, les urgences, pour envoyer des mèmes auxquels personne ne rit. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai juste tapé ce qui comptait. Nous sommes en sécurité, mais nous avons tout perdu. Envoyé. Lu. C'était tout. Je m'attendais à ce que quelqu'un appelle immédiatement. Peut-être ma mère, peut-être Noah, peut-être Jordan. Je m'attendais à des questions, de l'inquiétude, même un certain choc. Rien. Les confirmations de lecture restaient là comme un défi. Pas de bulle de texte en cours de rédaction. Pas de réponse, juste le silence. Nous avons été conduits dans un refuge temporaire cette nuit-là. Une sorte de gymnase transformé en centre de crise. Des lits de camp, de l'eau en bouteille et une femme qui n'arrêtait pas de nous demander si nous avions de l'asthme ou des blessures. J'ai essayé de tenir bon pour ma femme et mon fils. Mon garçon s'est endormi la tête sur mes genoux. Ma femme n'a pas pleuré. Elle n'arrêtait pas de se frotter les tempes comme si la pression dans son crâne était trop forte à contenir. J'ai de nouveau ouvert mon téléphone. Toujours rien de la famille. J'ai pensé, peut-être qu'ils dorment. Peut-être qu'ils digèrent l'information. Peut-être qu'ils sont en route. Et puis, peut-être 1 heure plus tard, j'ai ouvert Instagram par un stupide réflexe. Je voulais juste regarder quelque chose. J'avais juste besoin de ne plus rien ressentir pendant 1 seconde. La première publication qui est apparue, c'était Noah. Un carrousel complet, 10 photos. Lui, mes parents, ma sœur, tous dans une maison au bord d'un lac, riant, faisant un barbecue, des verres à la main, des t-shirts assortis, et même une photo stupide de mon père portant des brassards. Tout le monde était identifié. La légende, le meilleur week-end en famille de tous les temps. Je n'ai même pas scié. J'ai juste fixé ça. Chaque photo plus nette que la précédente. Tout le monde souriant comme s'il ne se souvenait même plus de qui j'étais. Aucune mention de l'incendie. Pas de commentaire du genre « on pense à Luc » ou « on prie pour vous ». Ils avaient vu le message. Ils l'avaient lu et ils étaient passés à autre chose. J'ai montré le téléphone à ma femme. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste secoué la tête et a détourné le regard. Nous sommes restés dans ce refuge pendant les 3 nuits suivantes. La FEMA est venue. Des voisins nous ont apporté des vêtements, de la nourriture, même 1 ou 2 jouets pour mon fils. Un pompier est passé pendant ses heures de repos avec une pizza et a dit qu'il avait lui aussi vécu un incendie quand il était enfant. Des inconnus ont fait plus pour moi que ma propre famille.
Personne de mon côté n'a appelé. Personne n'est venu nous voir. Rien. Les semaines ont passé. Mon fils a cessé de demander quand nous rentrerions à la maison. Il a commencé à appeler le lit de camp, son lit. Les parents de ma femme sont descendus de Riverside. Ils nous ont aidés à trouver un petit appartement. Ils n'ont rien demandé. Son père m'a tendu une carte prépayée et a dit que ce n'était pas de la charité. C'était du respect. Ce mot m'a frappé plus fort que tout. Le respect. Je n'avais pas ressenti ça de la part de ma propre famille depuis des années. J'ai commencé à reconstruire, littéralement, en faisant des petits boulots, des travaux manuels, des services de bricolage pour rester à flot pendant que l'assurance traitait le dossier. Un soir, alors que je nettoyais après avoir aidé à réparer un toit à Echo Park, j'ai vérifié mon téléphone. 92 appels manqués, tous provenant de la conversation familiale, et un SMS de ma mère, comme s'il avait été arraché d'un autre univers. On a besoin de toi immédiatement. Ce n'est que $5000. C'est à ce moment-là, précisément. Mes mains n'ont pas tremblé cette fois. Mon estomac ne s'est pas noué. J'ai juste fixé ce message pendant un long moment et j'ai pensé, ils ne m'ont pas appelé quand j'ai tout perdu. Et maintenant, ils appellent parce qu'ils veulent quelque chose. C'était la dernière nuit où je les ai considérés comme ma famille. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir de la cuisine du minuscule appartement que nous avions réussi à nous procurer. L'écran s'allumait toutes les quelques minutes, comme pour me narguer. D'autres messages sont arrivés de ma sœur, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. De Noah, c'est juste un prêt. Détends-toi. Et de nouveau de ma mère, on sait que tu l'as. Luc, ne sois pas dramatique. Dramatique. Ils m'ont vu tout perdre. Ils ont vu ma femme et mon fils dormir sur des matelas en plastique dans un refuge. Ils nous ont vu disparaître de la carte pendant des semaines et n'ont rien dit. Puis, au moment où ils ont eu besoin de quelque chose, je suis redevenu visible. Pas en tant que personne. Juste en tant que portefeuille. J'avais passé les 10 dernières années à les tirer de tous les pétrins. La marque de basket ratée de mon frère, dont j'ai couvert les frais d'expédition. Les frais de scolarité de ma sœur pour son programme d'infirmière quand elle n'a pas eu droit à une aide. La deuxième voiture de mes parents quand ils ne voulaient pas vendre le bateau. Et pas une seule fois, l'un d'entre eux n'avait dit merci sans condition. Ils s'y attendaient, comme si je leur devais ça pour exister. Alors, non, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé sur mes applications bancaires. Silencieusement, froidement, je les ai retirés de tous les comptes auxquels je les avais autrefois liés. Le compte d'épargne commun que j'avais créé pour les urgences commerciales de mon frère, fermé. La carte de crédit que mes parents utilisaient pour les courses, mais qui affichait mystérieusement des achats de luxe une semaine sur deux, annulée. J'ai retiré mon nom du bail que j'avais co-signé pour l'appartement de ma sœur à Westwood. Que le propriétaire s'en occupe désormais. Il ne le sentirait pas tout de suite, mais ça viendrait. Et quand ce serait le cas, il saurait exactement pourquoi. Les messages ont continué à affluer. Noah a essayé d'appeler via Facebook Messenger quand je l'ai bloqué. Ma sœur a laissé des messages vocaux disant « On est une famille, Luc ». Ma mère a écrit un paragraphe entier sur le fait que je changeais et que je laissais ma femme me contrôler. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Ma femme, la seule personne qui m'a soutenu à travers l'incendie, littéralement et métaphoriquement. Elle ne m'a jamais rien demandé d'autre que du respect, ne m'a jamais dit quoi faire avec ma famille. Mais maintenant, elle était la méchante parce que je ne déversais plus aveuglément de l'argent dans leur vie. Puis mon père a enfin pris contact. L'homme qui n'avait pas dit un mot depuis l'incendie. Il a laissé un message d'un accent grave peine 1 minute, mais j'en ai écouté chaque seconde. Tu te coupes de ton propre sang, Luc. Tu crois que des étrangers se soucieront de toi quand ça comptera vraiment? Tu vas le regretter. J'ai écouté ce message 2 fois. Puis je l'ai sauvegardé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me le rappeler, mais il était déjà trop tard pour la culpabilité. Trop tard pour les doutes. Ils avaient clairement montré qui comptait et qui ne comptait pas. Cet incendie n'a pas seulement détruit ma maison. Il a tout révélé. Des années à être utilisées, méprisées, à devoir donner et donner sans poser de questions. Et maintenant que le distributeur automatique était fermé, j'étais soudainement le méchant. Ce soir-là,
j'ai regardé à travers le petit appartement où ma femme aidait notre fils à faire ses devoirs sur la table de cuisine que nous avions récupérée gratuitement sur Craigslist. Je lui ai demandé, « Tu penses que j'ai bien fait ?» Elle n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête une fois, comme s'il n'y avait même pas de questions à se poser. Je me suis endormi cette nuit-là pour la première fois depuis des années sans le poids de l'obligation qui m'écrasait la poitrine. Le lendemain matin, j'ai reçu un nouveau message de ma sœur. « Tu seras désolé quand tu auras besoin de nous. » Je ne l'ai même pas ouvert, parce que j'ai enfin compris quelque chose que j'avais été trop aveugle pour voir. Je n'ai jamais eu besoin d'eux. Ils se sont juste assurés que je le pense. Après avoir tout déconnecté, leur silence n'était pas paisible. Il était stratégique, comme s'ils se regroupaient, cherchant comment percer la nouvelle version de moi. Celui qui ne cédait pas. Celui qui avait enfin appris à dire non. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que la première fissure n'apparaisse. Ma sœur m'a de nouveau envoyé un message, une semaine entière après le dernier. Cette fois avec une capture d'écran de son avis d'expulsion. Pas de salutation, pas d'explication, juste une photo et un message de 2 lignes. J'espère que tu es content. C'est de ta faute. Je n'ai pas répondu. Le même jour, mon frère a posté une diatribe dans ses stories sur les gens que l'argent change. J'étais identifié. Ma femme aussi. Il n'a jamais dit non, mais c'était évident. Il a utilisé des phrases comme « fausse loyauté » et « le sang est censé signifier quelque chose ». Puis il a mis un lien vers un GoFundMe pour une nouvelle voiture, après que l'ancienne soit tombée en panne au hasard. J'ai fait défiler et je suis retourné poncer un morceau de bois de récupération. J'ai aidé l'oncle de ma femme à construire des meubles le week-end. Pas glamour, mais honnête. Assez bien payé. Et ça me donnait quelque chose à faire de mes mains, quelque chose de réel. J'en avais besoin. Puis est venu le message vocal de ma mère, pas de cris cette fois, juste des larmes. Elle a dit qu'ils étaient en retard sur les factures, que les heures de mon père avaient été réduites, qu'il ne m'avait jamais rien demandé que je ne puisse me permettre. Elle a dit qu'elle ne me reconnaissait plus, que j'étais froid, que je devenais le genre d'homme qui mourait seul, amer et vide, sans famille. Celui-là m'a un peu touché. Je suis resté avec ça un moment. J'ai pensé à l'appeler. J'ai pensé à tout lui dire. Que je me noyais depuis des années, maintenant tout le monde à flot pendant qu'il perçait des trous dans le bateau. Que l'incendie ne m'avait pas changé. Il m'avait juste révélé. Mais je n'ai pas appelé, parce que je savais comment la conversation se déroulerait. Elle pleurerait. Je me sentirais coupable. Je proposerais quelque chose. Et je serais de retour à la case départ, fauché d'une autre manière. Pendant ce temps, de notre côté, les choses avançaient lentement mais sûrement. Les parents de ma femme nous ont invités à vivre avec eux temporairement. J'ai d'abord refusé par fierté, mais ils ont insisté. « Vous avez un enfant » a dit sa mère. « Tu n'as rien à prouver. » Alors, nous avons emménagé. Et c'était la première fois depuis des années que je sentais que quelqu'un était vraiment heureux que nous soyons là. Mon beau-père a laissé mon fils l'aider à construire un nichoir le premier week-end. La mère de ma femme nous a inclus à chaque repas comme si nous avions toujours fait partie de la famille. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé avec mes parents. Ils nous ont juste donné de l'espace et du soutien. Le contraste était saisissant. Un matin, en sirotant un café sur la terrasse arrière, mon beau-père a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, « Tu ne peux pas t'immoler par le feu pour garder les gens au chaud, Luc. Ils ne feront que demander plus de bois. » Et il avait raison. Cette semaine-là, j'ai officiellement demandé à me retirer de la fiducie familiale. Mon nom figurait sur trop de documents, trop de comptes, trop de ficelles emmêlées d'une vie que je ne vivais plus. Je voulais que tout soit coupé, net. La paperasse a pris un certain temps, mais le sentiment a été instantané. J'avais enfin l'impression de m'appartenir. Puis, 2 nuits plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. On a frappé à la porte. Ma femme a regardé par le Judas et s'est raidie. « C'est ton frère. » Je ne l'avais pas vu depuis avant l'incendie. J'ai ouvert la porte. Il avait une sale mine. Les cheveux en désordre, des cernes sous les yeux, portant un de ces sweats à capuche hors de prix que j'avais probablement payé il y a des années. Il n'a rien dit tout de suite. Il a juste regardé au-delà de moi, comme s'il essayait de juger la vie que j'avais construite sans lui. Puis il l'a dit, « Tu vas vraiment nous laisser nous noyer comme ça ?» Je n'ai pas répondu.
Je suis juste sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis passé devant lui en descendant les marches du porche. Il a suivi. Et ce qui s'est passé ensuite, ce qu'il m'a dit dans l'allée, c'est là que j'ai réalisé à quel point la pourriture était profonde. Il m'a suivi dans l'allée sans dire un mot, comme s'il ne savait pas trop quoi faire avec la version de moi qui ne le laissait pas entrer. C'est pas traîner un peu, comme s'il s'attendait à ce que je m'arrête et que je me retourne. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste marché jusqu'au bord de la cour et j'ai attendu. Il y a eu un moment de silence, juste le bruit du vent dans les arbres et le chien de quelqu'un qui aboyait au loin. Puis finalement, il a parlé. Il pense que tu es sérieux cette fois. Je me suis tourné vers lui, pas en colère, juste fatigué. Je le suis. Il n'a pas bronché. Il panique. Maman ne parle presque plus. Papa est furieux. Jordan refait son numéro de victime. J'ai laissé échapper un petit rire par le nez. Choquant. Non, écoute, a-t-il dit. Je ne suis pas venu ici pour mendier. Je suis venu te dire quelque chose que tu ne sais probablement pas, il a fait une pause, comme s'il pesait ses mots. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. J'étais censé venir cette nuit-là, quand l'incendie a eu lieu. J'étais déjà dans la voiture. Je l'ai dévisagé. Et papa a appelé. Il m'a dit de ne pas y aller. Ça m'a coupé le souffle. Il t'a dit de ne pas venir alors que tu savais que ma maison était en feu. Il a hoché la tête. Il a dit de ne pas alimenter ça. Que tu cherchais probablement juste à attirer l'attention. Il a dit que tu t'en sortirais. Que si on venait, ça ne ferait qu'empirer les choses. Maman l'a soutenu. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Une seconde, j'ai pensé que je l'avais peut-être mal entendu, mais il a continué. Ils pensaient que tu exagérais. Ils ont dit que tu allais culpabiliser tout le monde pour leur soutirer de l'argent à nouveau. Ils n'ont même pas cru que les dégâts étaient réels avant une semaine plus tard. À ce moment-là, ils se sont dit qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Je suis resté silencieux un long moment. Ils ont vu les photos, ai-je finalement dit. Ils ont lu mon message. Ouais, a-t-il dit. Ils ne voulaient tout simplement pas y croire. Ils ont dit, tu as toujours été dramatique. Tu as toujours tout ramené à toi. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si parfaitement eux. Je leur donne de l'argent pendant 10 ans, et la seule fois où j'ai besoin de quelque chose, c'est moi qui ramène tout à moi. Il a baissé les yeux. Je ne me suis pas battu contre eux. J'aurais dû. Je savais que c'était réel. J'ai vu les photos et je suis quand même resté dans cette foutue voiture et j'ai fait demi-tour. Je ne savais pas s'il cherchait le pardon ou s'il essayait simplement de se confesser. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien dit. Je ne lui devais aucun réconfort. Puis il m'a frappé avec quelque chose que je n'attendais vraiment pas, j'ai déménagé la semaine dernière. Je l'ai regardé. Quoi? C'est fini. J'ai fait mes valises, je suis parti. Je loge chez une fille que j'ai rencontrée au travail. Je n'en pouvais plus. Il parle de toi comme si tu étais un monstre, comme si tu nous avais trahis. Mais je le vois maintenant. Tu n'as pas changé. Tu as juste arrêté de les laisser prendre. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Une seconde, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Comme si peut-être je n'étais pas fou. Comme si quelqu'un d'autre l'avait enfin vu aussi. Il a sorti un morceau de papier plié de sa veste et me l'a tendu. Maman a écrit ça. Elle a dit que c'était mieux qu'un SMS. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas pris. Pas tout de suite. Il est resté là avec le papier à la main pendant quelques secondes, puis a abandonné et l'a posé sur la marche du bas du porche. Si jamais tu veux parler, vraiment parler, je suis dans le coin, a-t-il dit. Je le pense. Puis il s'est éloigné. N'a pas attendu de réponse. A juste disparu dans la pénombre comme s'il savait qu'il valait mieux ne pas insister. Je suis resté là, fixant le papier plié. Pendant longtemps, je n'y ai pas touché. J'ai pensé que je le brûlerais peut-être. Que je le jetterais à la poubelle sans le lire. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Plus tard dans la nuit, pendant que ma femme bordait notre fils, je me suis assis sur le porche et j'ai ouvert la lettre sous la lumière extérieure. Ce n'était pas une excuse. C'était pire. À l'intérieur se trouvaient 6 reçus imprimés. Tous des frais d'une clinique médicale.
Le nom de mon père figurait sur chacun d'eux. On lui avait diagnostiqué quelque chose. Je ne savais même pas quoi exactement. Les descriptions étaient vagues, mais sérieuses. La dernière ligne sur la dernière page était manuscrite. C'est pour ça qu'on a demandé l'argent. Pas d'explication, pas de contexte, juste cette seule phrase. Et maintenant, j'avais une décision à prendre. La fin de la section précédente est répétée, je vais la sauter et continuer avec la conversation téléphonique. Je ne sais pas par où commencer. Sa voix flotta là une seconde. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. C'était la première fois de ma vie que j'entendais mon père avoir l'air incertain de lui. Même enfant, même quand il avait tort, il disait toujours les choses avec l'assurance d'un homme qui ne doutait jamais de rien. J'ai eu tort, a-t-il dit. C'était la deuxième fois que je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne croyais pas que l'incendie était aussi grave que tu le disais. Je pensais que tu essayais de nous faire peur pour nous faire réagir. Je pensais que tu étais en colère et que tu t'en prenais à nous. Je ne parlais toujours pas, ta mère le croyait aussi. On l'a tous cru. On s'est dit que tu reviendrais à la raison, comme toujours. Je n'ai même pas regardé les photos. J'ai juste supposé. Il s'est arrêté là. Je pouvais entendre en arrière-plan un bip faible, le murmure d'une machine. Il était dans une chambre d'hôpital. On m'a diagnostiqué en avril. C'est un stade 3. Je ne l'ai dit à personne pendant un moment. Je ne voulais pas que tu penses que j'essayais de te culpabiliser pour quoi que ce soit. Là, ça m'a fait rire, mais d'un rire silencieux et amer. Mais ensuite, nous n'avions plus d'option. Et quand nous avons eu besoin d'argent, ta mère a envoyé un message. Je l'ai reçu, ai-je finalement dit. 92 appels manqués, a-t-il soupiré. Je sais. Il y a eu une longue pause, puis finalement, je me suis trompé sur ton compte. Tu as porté cette famille pendant longtemps. Je voyais ça comme une faiblesse. Je pensais que tu essayais d'acheter de l'amour, mais tu essayais juste de nous maintenir ensemble. Tu ne m'as pas arrêté, ai-je dit. Pas une seule fois. Je ne voulais pas le voir. Je voulais la version de toi qui était utile. Je n'ai pas pensé au coup. Silence à nouveau. Puis il a dit quelque chose qui resterait avec moi pour le reste de ma vie. Si tu ne nous aides plus jamais, je comprendrai. Je ne voulais juste pas partir sans le dire. Tu avais raison. Je suis resté assis là, le téléphone à l'oreille, le soleil du petit matin entrant par la fenêtre de l'appartement, mon fils mangeant des céréales à la table derrière moi, ma femme fredonnant doucement dans la cuisine, et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Pas dans le sens cruel et froid, juste fini d'avoir besoin de quoi que ce soit d'eux. Je n'avais pas besoin de tourner la page. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais même plus besoin d'excuses. Le mal était fait. L'incendie avait déjà défriché la terre. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était reconstruire. Je couvrirai la prochaine série de traitements, ai-je dit. Une fois, directement avec la clinique. Pas $1 à personne d'autre. Il est resté silencieux un long moment. Merci, a-t-il dit. Même maintenant, je ne le mérite pas, j'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Au cours des semaines suivantes, j'ai effectué le paiement directement au centre médical. Sans fanfare, sans conversation. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère, ni de ma sœur, ni de personne d'autre. Noah a gardé ses distances, mais envoyait occasionnellement un SMS pour prendre des nouvelles. Il a trouvé un travail dans un entrepôt à Torrance. A commencé à louer une chambre chez un ami. Je lui ai souhaité bonne chance, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Pas encore. Peut-être un jour. Ma femme et moi avons finalement trouvé une petite maison en dehors de la ville. Rien d'extraordinaire, mais la nôtre. Le premier clou que j'ai planté dans le mur m'a semblé différent de tout ce que j'avais construit auparavant. J'avais l'impression de construire une vie qui m'appartenait, pas empruntée, pas saignée à blanc pour les autres, pas enveloppée de culpabilité ou de dette. Un soir, mon fils m'a demandé si nous retournerions un jour voir grand-mère et grand-père. Je l'ai regardé et j'ai dit, nous allons créer notre propre famille maintenant. Parce que nous l'avions fait. À travers le feu, le silence, la trahison, et finalement, le lâcher-prise. Les gens qui partagent votre sang ne sont pas toujours votre famille. Parfois, ce sont juste les premiers à vous apprendre ce que l'amour n'est pas. Et quand la fumée se dissipe,
vous pouvez choisir avec qui vous reconstruisez. J'ai fait le bon choix. La grande mise à jour. Cela fait 8 mois depuis l'appel. 8 mois depuis que je me suis tenu dans cette allée avec Noah. 8 mois depuis que j'ai lu cette lettre et 8 mois depuis que j'ai viré de l'argent sur un compte médical en me disant que c'était la fin. Je n'ai plus jamais parlé à mon père, même pas pour demander comment s'était passé le traitement. Je me suis dit que si c'était grave, j'en entendrais parler. Sinon, eh bien, il pourrait vivre avec le silence qu'il avait contribué à créer. Depuis, tout a changé. Et je ne le dis pas à la manière d'une fin de film dramatique. Je le dis de la manière petite, lente et difficile. Celle qui semble mériter. Nous avons acheté un terrain en dehors de Los Angeles. Assez loin pour respirer. Assez près pour le travail. Il n'est pas plat, pas facile à construire, et la terre est nulle pour le jardinage, mais c'est à nous. J'ai coulé la première dalle de fondation moi-même avec l'aide de mon beau-père et d'un ami du travail. Nous n'engageons pas d'entrepreneur. Nous la construisons, un mur à la fois. Pas d'hypothèque, pas de calendrier, juste de la sueur, du bois et de la patience. Je travaille 6 jours par semaine maintenant. À temps partiel dans un atelier de fabrication. À temps partiel à construire la maison. Mes mains sont toujours douloureuses, mais c'est une bonne fatigue. Celle qui vient de la création, pas de la survie. Mon fils a sa propre chambre maintenant dans la maison de location où nous restons jusqu'à la fin de la construction. Il a choisi les couleurs pour les murs de sa future chambre. Bleu et argent, comme le ciel et les robots, m'a-t-il dit. Ma femme a souri et a hoché la tête, pensant déjà aux rideaux. Elle a été solide à travers tout. Elle ne m'a jamais demandé de les contacter. Jamais suggéré que j'étais peut-être trop dur. Elle laisse le silence rester silencieux. Pas par colère, mais par compréhension. Les gens me posent parfois des questions sur ma famille, des gars au travail, des voisins. Je dis juste que nous ne sommes pas proches et je laisse ça là. Personne n'insiste. Tout le monde a une version de cette histoire. La mienne a juste un incendie de maison au milieu. De temps en temps, j'ai l'envie de vérifier leurs réseaux sociaux, juste pour voir. Je ne le fais jamais. J'ai appris que guérir signifie parfois ne pas regarder en arrière, même par curiosité. Je ne sais pas si mon père va mieux. Je ne sais pas si ma mère pense toujours que je suis le méchant. Je ne sais pas où vit Jordan ni si Noah a gardé ce travail. Et je m'en fiche. Pas par haine, juste par détachement. Parce que je ne suis plus le gars qui a besoin de prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas le fond d'urgence, la poutre de soutien invisible, le réparateur. Je suis juste Luc maintenant. Un homme aux mains endolories, une maison à moitié construite, une famille qui m'a choisi en retour. Et enfin, la paix. Il y a une chose que j'ai retenue de tout ça. Quelque chose que je me rappelle à chaque fois que quelqu'un mentionne, aider la famille. L'argent n'est jamais juste de l'argent dans une famille comme la mienne. C'est le pouvoir. C'est le contrôle. C'est une loyauté présumée. Si jamais je donne quelque chose à nouveau, ce sera un prêt, clair, écrit, et avec la compréhension que ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et s'ils ne peuvent pas l'accepter, ils ne demandent pas de l'aide. Ils demandent à vous posséder. J'ai appris à dire non sans culpabilité. Maintenant, il a fallu que tout brûle pour que je réalise que les limites se construisent comme des maisons, une planche à la fois, et seulement après avoir enlevé la pourriture.